Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur, consacrée aujourd'hui à l'impact de la transformation numérique sur les entreprises. À l'heure de la mutation numérique des entreprises, le digital se met au service de la transformation d'informations ou de la formation. Autant d'outils, produits ou services à disposition de celles et ceux qui souhaitent renforcer leur positionnement numérique. Dans cette course à la compétitivité, la transition numérique est au cœur de toutes les stratégies d'entreprise. Un chantier à la hauteur des enjeux. Alors quelles sont les attentes et demandes les plus plébiscitées ? Est-ce facile de rompre avec le passé? Quelles sont les solutions, outils et services disponibles sur le marché? Pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants avec à ma gauche Kevin Tillier, cofondateur de MySkillCamp. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite Guillaume Ebelman, fondateur de Whitecast. Bonjour. Bonjour. Merci à tous deux d'être aujourd'hui avec nous pour parler effectivement de cet enjeu majeur pour les entreprises. Quel état des lieux on fait aujourd'hui de la mutation numérique des entreprises? On commence avec vous, Guillaume. Je dirais que cette mutation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé peut-être même il y a 40 ans déjà. Par contre, c'est vrai qu'on est à une phase un petit peu cruciale en ce moment, puisque les technologies avancent très très vite. Et que donc en parallèle, les entreprises doivent aussi suivre ça. Et après, il y a celles qui sont prêtes à le faire, celles qui sont outillées pour le faire, plutôt les entreprises assez grandes ou alors très petites à l'inverse. Et puis, il y a la grande quantité d'entreprises plutôt type PME qui, elles, peut-être ont un petit peu plus de mal à enclencher le pas, ne serait-ce que parce qu'elles n'ont pas forcément de ressources humaines dédiées, compétentes chez elles. Quel est aujourd'hui le terreau favorable à l'émergence de nouveaux produits au sein de ces entreprises? Ce sont les ressources humaines, des personnes qui ont des affinités avec le numérique. Chez certains grands comptes aujourd'hui, il y a des digital managers ou des digital project managers qui accompagnent justement dans chaque projet l'aspect numérique. Et je pense que ça favorise grandement l'émergence de nouveaux projets. Et puis aussi, voilà, on voit des personnes curieuses, des employés curieux qui se baladent sur des salons et qui ont peut-être aussi envie d'amener quelque chose de nouveau dans leur pôle. En général, les projets embryonnaires de la transformation numérique au sein de ces mêmes entreprises sont quand même perçus comme sous un aspect purement technique. Est-ce que c'est une idée reçue ? Le point clé pour qu'une transition numérique, et notamment dans les questions de formation, aboutisse, c'est qu'il faut vraiment que les gens soient impliqués, qu'ils aient compris, qu'ils aient accepté, qu'ils utilisent les outils derrière. Sinon, ça ne sert à rien. Donc la technologie en tant que telle, c'est juste un support. Simplement, les possibilités aujourd'hui offertes sont beaucoup plus larges qu'elles n'étaient précédemment, mais ça ne reste qu'un outil. Et en mettant l'humain au centre du dispositif, c'est vraiment comme ça qu'on a des feedbacks et qu'on peut itérer et continuer le projet. Alors c'est formidable sur le papier, mais on a quand même des entreprises qui enregistrent un certain retard. Est-ce que vous diriez que c'est par manque d'inertie ou parce qu'elles sous-estiment tout simplement l'impact et l'enjeu du numérique sur le long terme ? Je pense qu'il y a beaucoup de questions auxquelles ils ne prennent peut-être pas le temps de s'asseoir, de discuter. Si les besoins étaient bien définis et si forcément il y a un besoin, à ce moment-là, ils peuvent avancer. Un des enjeux aussi avec tous ces outils, c'est d'arriver à mesurer, ou en tout cas estimer de prime abord quel va être le retour sur investissement. Et ça, c'est pareil, quand on est une petite entreprise, on va nous faire plein de promesses, on va nous dire qu'on va gagner du temps, qu'on va gagner de l'énergie, qu'on va gagner de l'organisationnel, etc. Après, pour passer le cap de cette phase pilote, souvent, il y a un vrai calcul de retour sur investissement qui est fait, parce que voilà, ça va avoir un vrai impact sur l'entreprise derrière, et que au niveau de la direction générale, avant de signer, ils vont vouloir s'assurer qu'au-delà de l'aspect nouveauté, il y aura un véritable impact aussi financier qui justifie cet investissement. Alors, on devine l'importance du rôle du dirigeant, et vous en êtes également des dirigeants. Comment on peut impliquer finalement les salariés dans une contribution collaborative au sein d'une entreprise, au sein d'un projet ? Je dirais que pour un projet, et notamment dans les questions de formation, mais pas que, de transition numérique, je pense que le point clé de succès, c'est précisément que le besoin remonte du terrain. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche top-down, à un moment donné, ça va être perçu comme une contrainte, on n'est pas bien sûr. Est-ce qu'on ne veut pas essayer de faire quelque chose? C'est tous les débats en cours sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle viendra prendre mon boulot? Est-ce qu'elle viendra m'aider dans mon travail? C'est une vraie question. Et l'idée, c'est vraiment que ça part de la base sur des vrais besoins, parce que là aussi, le calcul du ROI sera plus facile à faire. Si c'est un commercial ou si c'est un technicien terrain qui dit moi, j'ai besoin d'un outil pour mieux former mes clients, j'ai besoin d'un outil pour mieux diagnostiquer des pannes, j'ai besoin d'un outil pour mieux utiliser les équipements et pour former plus vite les personnes qui vont devoir faire des installations ou de la maintenance, du coup, là vous êtes sûr que le ROI il est évident, et quand ça va remonter à la direction générale, le calcul sera assez facile à faire. Et tout le monde sera impliqué et à la fois concerné par ce qui va être fait. Ce genre de projet, il faut être human-centric, il faut prendre l'humain à la fois du côté, sur le terrain, mais aussi dans les bureaux. Les personnes qui vont gérer de manière administrative ces outils ont besoin d'un back-office qui les aide et qui leur fasse gagner du temps.
La récurrence de certaines tâches permet la mise en place d'une certaine méthodologie dans un but de transmission. Alors dans quel contexte et quelles en sont les limites ? Quand on veut transmettre une connaissance ou une compétence comme ça, terrain, effectivement, il y a plusieurs approches d'un point de vue pédagogie. Alors, la partie méthodologie, c'est la partie procédure, quelque part. Et des procédures, il y en a souvent beaucoup dans les entreprises, parfois des centaines, parfois des milliers, parfois des dizaines de milliers. Ça dépend du secteur d'activité. Quand vous êtes un opérateur en industrie pharmaceutique, vous avez entre 80 et 150 procédures à mémoriser, donc c'est impossible. Donc du coup, l'idée, c'est de voir comment les outils pédagogiques peuvent aller donner du sens à tout ça, expliquer, développer la culture des gens pour qu'ils arrivent à être meilleurs, tout simplement, sur leur terrain et à pouvoir aussi adapter leur comportement à chaque situation. Et en termes de savoir-faire, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à capter ceux qui, au-delà de ces procédures qui sont écrites, ont réussi à développer des manières de faire qui sont propres à eux, qui sont vraiment intrinsèques à une personne et qui va les transformer en super performeurs. Et d'arriver à récupérer cette information-là pour la transmettre aux nouveaux, c'est quelque chose que les nouveaux outils permettent de faire. Alors pas seulement, il y a toute une approche issue de la psychologie au point de départ, pour arriver à savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne qui a 40 ans de métier. Et l'idée, c'est après transformer tout ça dans des outils qui vont permettre de le transmettre beaucoup plus rapidement, notamment parce qu'on est face à une évolution du marché du travail et que quand on a besoin de former rapidement un intérimaire, par exemple, on ne peut pas se permettre de dire pendant 6 mois, on va lui apprendre le métier. C'est pas possible, quoi. Voilà. Puis pour compléter la partie, on parle beaucoup aujourd'hui de mentoring, reverse mentoring. Dans les grandes entreprises, ça se fait beaucoup, ça se fait sur le terrain. Et petit à petit, les entreprises ils s'outillent. Quels outils est-ce qu'on peut utiliser pour favoriser la communication et puis continuer en dehors du terrain les discussions? Et donc on voit, grâce au machine learning et à cette intelligence artificielle, on voit des outils qui permettent d'aller dans une base de données de 30 000 salariés et aller rechercher des personnes très performantes dans un domaine qui ne se met pas forcément en avant, et d'aller rechercher l'apprenant qui, lui, a besoin de l'expérience métier de cette personne. Et donc, même à l'autre bout du monde, on pourrait rentrer en contact et voilà, sans forcément le savoir à la base, parce qu'on est très limité avec les 200-300 salariés qui sont sur un site en France ou ailleurs. Et en parlant de compétences, Guillaume Ebelman, vous travaillez avec des profils assez spécifiques. On appelle ça des chercheurs en sciences de l'éducation. Oui. Qu'est-ce qu'ils font pour vous? Quels sont leurs métiers? Alors c'est une vraie science, donc on connaît les sciences, la chimie, la physique, etc. Les sciences d'éducation sont aussi une science reconnue, qui est issue, souvent associée à la psychologie. Et justement, c'est ce que vient d'expliquer Kevin, c'est-à-dire la capacité à identifier chez des personnes qui ont développé comme ça des manières de faire qui sont très particulières, mais qui n'arriveront pas forcément à spontanément les expliquer, parce qu'en fait pour eux c'est devenu de l'intuition. On appelle ça des concepts pragmatiques, c'est vraiment devenu quelque chose avec le temps, ils voient une situation, ils analysent et voilà. Et l'idée, en fait, c'est que ces chercheurs en sciences de l'éducation, eux, ils possèdent des méthodes qui sont dans la littérature et qui permettent justement d'arriver à extraire cette chose-là, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête pour pouvoir le transformer derrière et adapter l'outil, t'en parlais, adapter l'outil pour que derrière, il soit absolument le bon pour transmettre ce type de savoir. Parce qu'en fait, quand on a besoin d'un savoir en mécanique, ce n'est pas forcément le même savoir qu'en linguistique ou le même savoir qu'en comptabilité. Et donc après, il faudra trouver le bon vecteur. Il faut qu'il y ait bien sûr un outil global dans l'entreprise qui va permettre de gérer tout ça et de gérer les flux. Et c'est ce que tu disais, effectivement, gérer aussi les ponts entre les personnes. Après, par contre, sur le contenu en tant que tel, il y a des manières de faire qui ne vont pas être les mêmes en fonction des objectifs qui sont tout simplement poursuivis. Qui sont vos clients et quelles sont les formations les plus plébiscitées? Alors, nous, on travaille essentiellement pour l'industrie. Aujourd'hui, historiquement, beaucoup pour l'industrie pharmaceutique d'ailleurs, où justement toutes ces questions de savoir-faire, ces questions de procédure sont très très importantes. Mais bon, après voilà, au jour d'aujourd'hui, on travaille aussi dans l'énergie, l'automobile, le textile et d'autres industries. Mais c'est vrai qu'on est plus du domaine de l'usine, avec des métiers très techniques, très de terrain. Et de votre côté, Kevin, quelles sont effectivement vos spécificités et par la même occasion vos projets et perspectives pour l'avenir? Alors de notre côté, donc nous, on se rapproche des grands comptes qui ont besoin de centraliser un maximum les ressources en termes de formation. Que ce soit des formations présentielles, donc en salle, en blended learning, donc des formations mixtes ou digitales, dans un seul outil, au lieu de se disperser, etc. On travaille principalement avec des entreprises dans la grande distribution à l'heure actuelle et dans l'automobile. Et nos projets pour l'avenir, cette année, nous sortons un chatbot, qui sera l'assistant formation RH, plutôt back-office, et puis le coach pour un apprenant, avec l'ouverture sur Internet, vu que toutes les ressources s'y trouvent. Des projets également?
Alors, chatbot, oui, ça c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Il y a des vrais enjeux économiques derrière, parce que si vous faites mal une manipulation, il peut y avoir des dizaines de milliers d'euros de réparation. Donc ça, c'est un point important. Qu'aujourd'hui, en fait, on sent qu'on nous demande en fait beaucoup plus de travailler, notamment sur la formation des clients finaux, pas seulement en interne. Et les outils, effectivement, comme les vôtres, en fait, permettent vraiment de pouvoir proposer aussi ces choses-là, pas seulement en interne, mais aussi les projeter plus loin. Et donc, notamment créer donc, des manuels utilisateurs. Oui, parce qu'on s'aperçoit que vous avez des services qui sont totalement complémentaires, finalement. C'est ça. Merci à l'un et à l'autre pour vos interventions respectives. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, les Tête à Tête décideurs.